très bien. Donc, bienvenue à cette dernière session, hein. C'est celle qui nous prépare, qui nous sépare du cocktail. Alors, on va essayer d'aller vite. Tu veux dire que nous sommes le dernier obstacle avant le cocktail? Voilà, c'est ça. Je voulais pas le présenter comme ça. Très bien, donc la motivation de départ, c'est qu'on est parti d'un constat, pour organiser un peu cette table ronde, c'est de dire: «OK, on a des, supers outils, d'IA générative». L'ensemble de ces outils d'IA générative, ou la très grande majorité, a été conçu, dans des laboratoires de recherche par des gens qui ne sont pas des praticiens du domaine. Et ça, c'est un peu gênant parce que finalement, on a, des prototypes qui ont essentiellement servi à faire des publications, scientifiques, et puis ça passe pas? Si? Plus près. Voilà, on a des publications, on a des travaux qui ont essentiellement servi à faire des publications scientifiques, et puis après c'est la communauté, artistique, graphique qui s'en est emparée. Et fondamentalement, on a l'impression que le problème est pris à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme un constructeur automobile qui faisait des très belles voitures, et puis à un moment donné, il y a un autre industriel qui dit: «Bah, ouais, j'ai des super composants», et finalement lui, il va récupérer les composants et va essayer de les assembler en mode: «Ah, c'est pas vraiment ce que je veux. Bon, on va faire quand même quelque chose avec». Donc il y a quelque chose de tordu, et en fait, l'idée, c'est peut-être d'essayer de renverser un peu ça, en se disant: «Bah, si on a des créatifs qui ont des besoins, pour, concevoir, avoir des approches pour, créer des contenus, et ben, peut-être qu'on peut mettre en place des modèles de collaboration entre des créatifs et puis des chercheurs, de façon à pouvoir fine tuner, de façon à pouvoir concevoir des briques logicielles qui soient vraiment adaptées aux besoins, plutôt que de prendre des briques sur le marché et d'essayer de les assembler». Donc effectivement, il y a des choses extraordinaires qui sont faites. On regarde Confi UI, c'est finalement une très bonne façon de démocratiser les outils, parce que c'est un clicodrome, on connecte les différents composants entre eux, mais ça n'a pas été fondamentalement, conçu pour ça. Alors je voulais juste prendre quelques citations qui avaient été données, et qui m'ont fait, sourire. C'est ce gap entre l'intention et la réalisation, c'est la frustration, c'est le lâcher prise où on donne, aux algos la possibilité de travailler, c'est des hallucinations créatives, comme si, ChatGPT était un peu un LSD des artistes. Voilà, c'est des workflows hybrides, c'est, quelqu'un qui disait: «La techno n'est pas du tout là, les espérances sont surévaluées, c'est le royaume du cherry picking». On a des beaux exemples, c'est très bien. On utilise des rustines créatives. On a une surcharge de la corrélation entre les attentes et puis les résultats. On baisse également le niveau d'exigence. J'ai tout généré, mais je peux rien modéliser, je peux rien modifier. Et on a passé le week-end à être flexible, dixit Jean-Jacques. Voilà, donc dans ce contexte-là, l'idée, c'était un petit peu de se dire: bah, quels sont les cadres qui existent aujourd'hui, et on va essayer de lancer une discussion là-dessus, pour essayer de faire mieux travailler ensemble, les chercheurs dans leur laboratoire et les créatifs, de façon à concevoir des outils qui répondent aux besoins. Alors ça peut être répondre à des besoins techniques, mais ça peut être aussi répondre à des exigences en lien avec les problèmes de propriété intellectuelle ou d'autres types de problématiques. Voilà, donc pour cette table ronde, 2 invités, donc David, Kerjoli, qui est, responsable du PEPR ICAR et qui est directeur de recherche au CNRS, et puis Pierre Hillier, qu'on a vu ce matin sur la présentation. Il n'a pas de slide, donc ça va aller. Voilà, et puis, Patrick Lecalais, alors qui s'excuse parce qu'il est en visio actuellement, et en fait, sa visio déborde, donc il ne pourra pas être là. Je te donne la main d'abord, si tu veux bien, et puis il y a quelques slides. Ouais, très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous reparler un petit peu du PEP Ricard qui a déjà été un petit peu esquissé ce matin, qui est vraiment une opportunité d'interaction entre le monde de la recherche et les professionnels des ICC. Alors, c'est pas le seul. On n'a pas attendu le PEPR ou cet objet-là un peu particulier dans le paysage pour qu'il y ait des interactions entre la recherche et les industries au sens large. Et clairement, c'est de tout temps, il y a une appétence des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche de former des étudiants, de former avec et pour la recherche, et bien évidemment d'interagir avec des industriels ou des professionnels au plus proche des besoins. Ça fait partie de ces missions, tout autant que de travailler sur des objets un peu plus théoriques ou un peu plus long terme d'un point de vue applicatif. Néanmoins, voilà, l'interaction entre les chercheurs et les industriels, c'est pas un gros mot, c'est des choses qui existent depuis tout le temps. Et le PPR ICAR en est un exemple assez récent. Donc le programme ICAR, c'est un programme national de recherche qui a été
issu de la stratégie générale pour l'investissement. Donc ça fait partie des grandes actions gouvernementales sur France 2030, qui a identifié des secteurs d'activité de l'industrie, vraiment au sens large. Là, le mot industrie, il ne faut pas le prendre... voilà. Gardez en tête que ça décrit à la fois, pour ce qui concerne les ICC, des majors de la prod, de la diffusion, mais aussi l'artiste ou le créateur dans son coin. Et c'est à toute cette diversité qu'on s'adresse. Donc, dans le cadre du France 2030, il a été identifié le secteur des industries culturelles et créatives comme étant stratégique. Alors, le stratégique étant à développer, néanmoins, c'était une occasion, par le fait d'avoir identifié ce levier-là, comme étant le pendant de ce truc-là, ça a été de mettre en place des outils d'animation, de construction ou d'interaction, recherche, industrie culturelle et créative, qui ont été financés par le biais de cette construction de stratégie nationale d'accélération. Dans le cadre s'inscrit le PEPR. Donc, c'est une opportunité pour du financement, c'est une opportunité pour l'accélération via les interactions recherche de ces industries culturelles et créatives. C'est vraiment une opportunité qui a été identifiée France 2030 il y a maintenant 2 ans. Et le programme ICAR s'inscrit là-dedans comme étant le volet recherche de cette stratégie nationale d'accélération. Il y a d'autres volets à cette stratégie nationale d'accélération qui portent parfois sur des choses plus en maturation, pré-maturation, en valorisation, qui portent sur des différents appels métiers d'avenir, des aspects plus impact environnementaux, des aspects plus liés à des sites ou des structures locales. Là, ce que je vais vous décrire ici, c'est vraiment le volet recherche de cette stratégie nationale d'accélération autour des ICC. Donc, comme on vous l'a peut-être rapidement présenté ce matin, oui, le PEPR, c'est un programme national qui est piloté par le CNRS, qui a pour objectif de s'adresser à l'ensemble de l'écosystème recherche et ICC de France. Donc, pas uniquement que le CNRS. Il est porté par 2 personnes. Donc, Solveig Serre, qui est musicologue historienne et qui est là pour le pilotage du programme avec la connotation sciences humaines et sociales, et donc moi qui suis directeur de recherche CNRS en informatique, donc moi je fais de la géométrie, du rendu d'image, donc de l'informatique graphique au sens large, et qui suis là un petit peu pour le pilotage des aspects un peu sciences informatiques du programme. Et c'est vraiment ça aussi la spécificité de cet objet-là, c'est de dire on va rapprocher des professionnels des ICC ou de problématiques sociétales liées aux ICC ou de problématiques des ICC, des acteurs à la fois du sciences humaines et sociales et des acteurs plus sciences dures de l'informatique, par exemple. Donc, c'est un programme sur 25 qui a été lourdement financé. Donc, on a 25 millions d'euros sur 6 ans, avec un démarrage qui a été fait officiellement en octobre 2023, mais le kick-off, c'était en juin 2024. Voilà, la latence habituelle des outils du ministère expliquant peut-être le délai de tout ça. Mais là, on est maintenant dans une phase où on commence à faire de l'animation, de la vraie animation scientifique. Cette journée d'accélération en est le premier exemple. Dans le cadre du secteur audiovisuel, il y en a eu d'autres dans le cadre du secteur audiovisuel aussi, mais néanmoins, voilà, on est dans une phase où en début de 2025, on a vu naître les premières journées d'accélération, donc des journées de rencontre entre des chercheurs et des professionnels. Ça a vu aussi démarrer les premiers appels pour des financements de thèse, des appels à projets, donc je vais vous reparler un tout petit peu plus tard. Donc voilà, le démarrage un petit peu scientifique est assez récent finalement pour ce programme-là. Donc là, l'objectif, c'est de faire une animation scientifique et des journées de rencontres ou de l'animation autour de projets de recherche sur des secteurs divers des ICC. Donc là, vous les voyez mentionnés peut-être en petit, donc art de vivre, audiovisuel, design, architecture, édition, jeux vidéo, musée d'art et de patrimoine, je vais en rater quelques-uns. Musique, spectacle vivant, art de vivre, etc., etc. Vous aurez toutes les informations disponibles sur le site web si vous voulez plus de détails là-dessus. Et là, l'objectif, c'est de construire des outils qui permettent de faire des rencontres scientifiques et en interaction avec des professionnels secteur par secteur. Parfois, il peut y avoir des problématiques en audiovisuel qui sont différentes des problématiques en édition, en musique ou en jeux vidéo. Parfois, il y a bien évidemment des problématiques communes. Enfin, là, clairement, l'IA génératif, globalement, c'est un des thèmes qui est très creusé dans beaucoup de journées d'accélération de ces thèmes-là. Ça a été creusé dans d'autres secteurs. Et c'est vraiment, ça mérite aussi d'avoir des actions communes aussi sur ces sujets-là. N'empêche, il peut y avoir des sujets spécifiques. Donc, dans le cas du PEPR-ICAR, on anime des journées scientifiques spécifiques, domaine par domaine, parce qu'il y a des problématiques spécifiques parfois. Parfois, il y a des problématiques communes et on les met en phase également. Et donc, la mission, effectivement, du programme, c'est de constituer un petit écosystème, un ensemble de communautés de recherche
avec à la fois des acteurs, des chercheurs en sciences humaines et sociales pour les problématiques sociétales, les problématiques de droit, des problématiques de philosophie, des problématiques de vraiment sciences humaines et sociales au sens large, des problématiques d'informatique pour ce qui va concerner les données, le métaverse, l'IA génératif, etc. Et plein de ces petits mots-clés un peu qu'il faut regarder un petit peu avec vigilance d'un point de vue recherche. Enfin, ça, ce sont ces mots-clés-là que je vous donne, IA génératif, métaverse, etc. Ça faisait partie de la commande ministérielle. Le ministère voulait que l'écosystème de recherche en informatique se préoccupe de ces questions-là. Nous, le regard que l'on a en tant que chercheur, il est un tout petit peu différent sur ces objets-là, en essayant de les analyser, non pas d'un point de vue d'une mode à accompagner, mais plutôt d'avoir un regard critique, scientifique sur les outils en question. Typiquement, dans la lettre du ministère, l'anecdote voulait que le ministère nous demande d'animer des activités de recherche autour des NFT et de la blockchain, qui, d'un point de vue scientifique, en crypto, peut avoir un sens, si on le regarde vraiment sur les outils de crypto, mais qui, d'un point de vue purement d'intérêt de recherche, est complètement nul maintenant. Il y a une petite hype aussi au niveau du métaverse qui est un tout petit peu différent, mais quelque part, c'est un bon réflexe quand même qu'a eu le SGP ou le ministère de questionner les communautés de recherche sur ces objets-là. Ils nous questionnent sur les NFT, on leur répond. Il n'y a pas d'enjeu de recherche pour nous. Il peut y avoir des enjeux économiques parfois ou des bulles parfois, mais en tout cas pas d'enjeu de recherche. Et c'est bien qu'ils aient aussi ce réflexe-là de se rapprocher des communautés via les PEPR. Donc pour aller vite, le PEPR, c'est un site web sur lequel vous allez retrouver l'animation scientifique des journées et des programmes que l'on organise. Il y a aussi une plateforme de mise en relation ou de découverte de compétences communes entre les chercheurs et les professionnels des industries culturelles et créatives. Donc la plateforme s'appelle Ariane, ariane.pepr-icar.fr. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. Mais l'idée un petit peu de cette plateforme-là, c'est que des chercheurs se déclarent sur des thématiques, que des professionnels des ICC se déclarent sur des thématiques dans des secteurs. On a des listes de diffusion qui sont associées pour pouvoir échanger des informations et potentiellement répondre à des appels à projets que l'on finance dans le cadre du PEPR. Donc globalement, on va avoir des objets structurants dans le cadre du programme. Là, je vais passer très vite parce que ça reste le plus, mais il y a un objet qui va être l'ICAR Lab, qui est l'animation scientifique que l'on fait secteur par secteur et les journées d'accélération telles que celle-ci. On a 6 projets ciblés qui ont été financés. Donc, c'est des projets de recherche fortement qui sont plutôt financés et qui sont en interaction entre sciences humaines et sociales et informatique, avec une composante ICC nécessaire sur ces objets-là. Donc les 6 projets sont ceux qui ont été identifiés à l'instant T. Et l'objectif du programme, c'est bien évidemment de financer des projets émergents des communautés de recherche. Donc je ne vais pas vous les lister complètement. Encore une fois, les informations sont disponibles. Mais ce que vous voyez ici, on va voir à la fois des sujets très transversaux, plutôt SHS, des sujets plutôt spécifiques sur des questions d'actualité autour du métaverse, avec à la fois un projet sur les aspects plutôt droit, plutôt économique du métaverse, ou sur les aspects plutôt numérique, informatique, interopérabilité, incarnation, qui sont des vrais sujets de recherche. Il y a des sujets de la création ou de comment créer à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle qui est revenu très vite sur la table. Sur l'accès au public, sur la co-création d'œuvres culturelles, mais aussi sur la diffusion d'œuvres, etc., etc. Donc ça, ce sont des projets transversaux qui ont été identifiés, dont il y a aussi une animation scientifique avec des journées et des appels que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc là, ces sujets ont été construits comme étant transversaux sur les différents secteurs d'activité des ICC. Et là où je vais terminer sur ce slide-là, c'est plutôt vraiment qu'est-ce que l'on met à disposition. Pour nous, c'est l'objet un petit peu de mon discours ici. C'est ce programme-là, ça peut être aussi une opportunité d'interagir avec des chercheurs pour vous, professionnels, que des chercheurs puissent interagir avec des professionnels des industries culturelles et créatives pour faire du transfert de technologie, la co-création entre recherche et ICC. Et pour ça, on a plusieurs leviers. On a des leviers très académiques. Les leviers très académiques, c'est des financements de thèse sur de la recherche sur des temps longs. Et là, généralement, travailler sur des temps longs, ça peut être un petit peu orthogonal avec des besoins ICC qui vont être plutôt sur des temps très courts, mais n'empêche, on a cette possibilité d'avoir un recul recherche sur des financements de thèse. On a aussi des possibilités d'accompagnement doctoral. Donc là, si vous avez des thésards dans vos laboratoires ou dans vos équipes autour de vous qui s'intéressent à des problématiques liées aux ICC, on peut les accompagner financièrement pour leur permettre de venir ou participer à l'animation scientifique du réseau ICAR. On a des petits projets, ça c'est un objet qui est vraiment intéressant. On est capable de financer, on en a financé déjà quinzaine cette année, de financer des petits projets d'interaction entre informatique ICC
SHS-ICC ou informatique SHS-ICC sur des problématiques à court terme. Par exemple, on a des projets qui sont à hauteur de 20 000 euros. L'objectif, c'est de faire une expérimentation. Si vous voulez, si un laboratoire a un outil de recherche pour de la modélisation ou de l'animation 2D, par exemple, ils peuvent candidater sur ce type de financement pour pouvoir faire de la résidence d'artistes, pour venir héberger dans le laboratoire des utilisateurs, des end-users de ces outils-là pour expérimenter sur l'outil et faire des retours aux chercheurs. Et réciproquement, quand un artiste a besoin d'une compétence ou plutôt d'une interaction recherche pour de la mise en valeur de performances artistiques, etc., par une composante recherche, les petits projets sont vraiment là pour démarrer une petite collaboration, démarrer un programme sur des petits financements qui ne sont pas très compliqués pour nous. Enfin, en tout cas pour vous, à candidater, et on est plutôt assez ouvert, en tout cas, sur le financement de ces petits programmes. Le dernier gros machin, j'en termine avec ça, c'est l'AMI, l'AAP. Donc là, ce sont des gros projets de recherche sur des appels ouverts. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a déjà 6 programmes qui ont démarré à l'instant zéro du PEPR. On a un budget pour financer des très gros programmes de recherche via AMI, AAP. Donc ça, c'est plutôt des jargons d'académiques, mais en gros, des appels à manifestation d'intérêt, où l'objectif, c'est d'avoir le retour de la communauté de recherche sur des programmes de recherche qui seraient en informatique, en SHS, sur les problématiques ICC, avec et pour les industries culturelles et créatives, que l'on espère pouvoir financer. Le espère, c'est qu'en fait, on pensait pouvoir démarrer l'AMI en début d'année. Finalement, ça se retarde avec des aléas gouvernementaux indépendant de notre volonté, et on espère pouvoir le mettre en place dès 2025. Donc, les AMI AAP, c'est vraiment un objet pour lequel, si vous avez besoin d'interagir entre professionnels ICC et des chercheurs qui soient en informatique, en SHS, renseignez-vous sur ces appels-là. Ça permet de construire un programme de recherche sur 4 ans. Enfin, c'est des super programmes ANR pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de pratiquer un petit peu ces objets-là. Et ça, c'est vraiment une opportunité sur un temps long d'avoir une interaction entre des professionnels et les usagers de cette technique-là, par exemple des IA génératives, et des chercheurs qui construisent ces modèles mathématiques, qui construisent ces outils techniques, qui construisent aussi, enfin, qui ont une vue ou un recul sur les impacts sociétaux, sur la valeur économique que ça peut avoir, ou les parties réglementaires qui sont associées à ça via les sciences humaines et sociales. Donc ça peut être l'objet d'avoir de la recherche sur temps long, dans le cadre du PEP Ricard qui est financé donc par cette structure-là. Très bien. Ouais, je vais m'arrêter là. Ouais. N'hésitez surtout pas, le site web, moi je suis là, et n'hésitez pas à venir interagir avec nous pour mieux comprendre l'objet. Ça fait partie des trucs, l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de l'académique adore les acronymes, les structures intermédiaires, les couches, les différentes strates de tout. Mais le message quand même, c'est qu'il y a des outils d'interaction entre les professionnels et la recherche. Il y a énormément d'outils qui existent. Le PEPR en est un, c'est celui que je vous présente là maintenant. Et il faut juste vous guider dans cette vie d'outils, mais il y a une appétence voilà, de toutes les instances sur ces objets-là. Très bien, merci David pour la présentation de ce cadre. Donc c'est vrai que c'est un outil qu'on n'avait pas forcément à disposition aujourd'hui, et c'est quelque chose que il ne faut pas hésiter à déclencher. Donc si vous avez des collègues chercheurs dans vos environs, n'hésitez pas à les contacter pour voir ce qui est possible de faire. Pierre, voilà, tu as un parcours particulier parce qu'effectivement, tu as beaucoup travaillé dans l'industrie, tu as beaucoup également travaillé dans les laboratoires, et on voit bien que ce n'est pas toujours facile de travailler aux interfaces des deux. Alors, est-ce que voilà, tu as un petit retour d'expérience sur ces questions-là? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui n'est pas? Ouais. Celui-là va marcher, ouais. D'accord, donc je suis officiellement la dernière digue entre nous et le cocktail, c'est ça, donc c'est ça. La tâche va être dure. Ce travail d'interface, oui, le mot est toujours un peu... Moi, je suis toujours un peu... parce qu'en physique, en fait, une interface, c'est un milieu d'épaisseur nulle. Donc, je ne sais pas si on a envie d'être à l'épaisseur nulle. Ça, mais bon, disons, la friction créative, comme disait Patrick ce matin, je pense, me semble un mot plus intéressant. Non, je peux essayer de dire, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais que ces relations entre industrie créative et culturelle et recherche, elles fonctionnent bien sûr dans les deux sens.
Donc je peux parler par exemple donner quelques exemples. Moi, depuis, je trouve la journée, j'ai trouvé la journée magnifique. Voilà, j'ai trouvé ça superbe. La session de jam, c'était top. J'avais pas assez insisté ce matin sur le fait que je croyais pas beaucoup au contrôle explicite de ces algos de diffusion. Je me suis pas assez mouillé. J'étais assez content de voir que effectivement c'était un peu difficile à contrôler. Donc ouf, parce que voilà. Et en même temps, aujourd'hui, par exemple, on a vu. Moi, je vois au moins 2 exemples de cas où c'est des sujets de recherche qui peuvent émerger. Par exemple, tout à l'heure, quand tu as présenté l'algo de Gatis pour faire le truc, c'est marrant parce que c'est un algo. Quand on regarde comment ça marche, en fait, on passe une image dans cette représentation VGG qui est là pour faire de la classif. Et puis tout d'un coup, on prend un layer où la représentation, on va calculer une distance de contenu, une distance de cils, on va pondérer les deux, on ne sait pas trop comment, et puis ça va faire de l'édition. Et la question, par exemple, de comment on choisit ces layers et comment on fait un truc multi-échelle pour réconcilier la représentation spatiale avec cette représentation deep, là, il y a un sujet, par exemple, de recherche qui peut émerger. C'est super intéressant. On a vu, par exemple, aussi tout à l'heure, je vais renfoncer le sujet, mais la question de la détectabilité des contenus originaux qui ont servi ou pas à l'entraînement. Ça, c'est un sujet super intéressant. Est-ce que j'ai présenté ce matin les algorithmes noise, en fait, où on est capable de inverser par la diffusion, essayer de retrouver une observation. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec, par exemple, des images dont on sait qu'elles n'ont pas été utilisées et des images dont on suppose qu'elles ont été utilisées pour, par exemple, essayer de définir avec un niveau de probabilité suffisamment fort pour que ça devienne une preuve opposable? Enfin, voilà, mais ça, c'est des questions. C'est super dur, mais c'est super intéressant. Non, mais c'est des vraies questions de recherche. Donc, finalement, par votre pratique, par vos pratiques, par vos questions, vous alimentez clairement les questions de recherche. Donc, ça va vraiment dans les 2 sens. Dans l'autre sens de la flèche, j'espère que nous aussi, on peut alimenter le débat. Et je ne dis pas ça par fausse humilité, parce que moi, ce matin, je disais, putain, session de jam, les gens, ils vont savoir 10 fois mieux que moi ce que c'est qu'un algo de diffusion. Ils l'utilisent tous les jours, machin. Donc ça va être vraiment, il y a un vrai savoir-faire. Mais on peut essayer d'alimenter ça. Alors je peux donner un petit exemple quand j'étais chez Technicolor. Je parle sous le contrôle de Benoît qui saura ça mieux que moi, mais on fournissait quelques algos de machine learning pour faire complètement autre chose, de l'unwrap mosaïque, enfin bref, de l'édition temporellement consistante, etc. Et puis en discutant, aussi en allant quelques fois là-bas à Hollywood, et puis en discutant, on se rend compte que, ça c'était aussi une question que j'avais, que la facilité, c'est de dire, bon, maintenant il y a de l'IA un peu partout, donc bon, le directeur de la photographie, il va faire un boulot... peut-être pas le boulot qu'il aurait fait il y a 10 ou 15 ans, il va aller un peu plus vite et il va laisser traîner des micro-perches, par exemple, ou des trucs, alors que ça n'existait pas avant. Il y a aussi peut-être la contrainte de la série où il faut que ça avance et que ça filme assez vite. Et donc, on s'est retrouvés, finalement, nous, on savait qu'il y avait ces algos de segmentation sémantique, qu'on pouvait faire avec du zero shot ou few shot learning, un détecteur de micro-perches. Et du coup, on a pu livrer ça et ça a pu avoir un impact et une utilité en prod assez vite, par exemple. Et ça, c'était... alors que pour nous, c'était... Voilà, c'est juste parce qu'on avait cette connaissance-là et finalement, le besoin a rencontré la connaissance et on a pu livrer un truc. Voilà. Je pense aussi à un autre sujet où peut-être là, nous, on peut initier quelque chose. C'est aussi la réconciliation entre l'IAGEN et la géométrie. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai vu dans les films, le Jam, il y avait un truc super intéressant. Ça, c'est du CGI, ça marche super bien. Je sais plus, c'était le corbeau, je crois. Puis on voyait que ça résistait bien à l'échelle, au zoom, etc. Que c'était assez cohérent dans le temps. Et je me dis, mais alors je sais pas si vous faites du Gaussian Splat ou j'imagine que vous avez déjà peut-être commencé à vous intéresser à ces technos-là, mais c'est peut-être une façon de, alors peut-être tu seras pas d'accord, mais d'essayer parce que les Gaussian, ça s'accroche pas toujours à la géométrie, mais bon, non. Et d'ailleurs, bon, bref, c'est une vraie question, mais par contre, il y a 30 papiers par jour sur le Gaussian Splat, donc voilà, c'est ça, c'est un enfer. Mais c'est peut-être un moyen si on arrivait à des Gaussian Splat un peu génératives, de réconcilier le monde de la géométrie ou le monde du CGI avec un monde créatif.
par exemple. Et là, nous, on peut peut-être proposer des choses. Et là, je pense que le PEPR, tu vois, c'est des activités quand même assez amont. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un plugin config UI qui va arriver demain sur les Gaussian Splat, tu vois, générative. Ça, je ne pense pas. Mais c'est un sujet à l'horizon de... Si, tu penses, toi, Quentin? C'est à l'horizon de 2-3 ans, on pourrait imaginer des choses comme ça. Donc, voilà, la flèche va dans les deux sens. Et ça s'alimente dans les deux sens. Maintenant, la question pour revenir à ta question originale quand même sur les liens ou l'interface, pour continuer dans la géométrie, pour moi, la bonne question, c'est celle de la distance. On l'a vu, il y avait différents modèles. Nous, à Technicolor, on était RNI, donc on était finalement un peu à distance de la prod, pas embeddé dans la BU, ce qui, par certains côtés, était un problème pour la prod, ce qui, d'autre côté, pour nous, était bien. Voilà, et il faut trouver la bonne distance en fait. Trop loin, c'est un problème. Trop près, pour moi, c'est un problème aussi. Donc, il faut trouver la bonne distance, ou en tout cas les mécanismes qui permettent de combler cette distance. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Tout à fait. Merci. Donc, une des difficultés un peu dans cette zone de friction entre recherche et puis créatif, c'est un peu la connaissance du métier par les chercheurs. Et ça se fait pas simplement. Alors c'est vrai que nous, on travaille avec Quentin dans le cadre d'un NANR, et en fait, on passe énormément de temps à essayer de comprendre déjà le vocabulaire qu'utilisent les animateurs, les principes fondamentaux, et puis quel est le métier quotidien. Et c'est vrai que parfois, quand on interroge des animateurs, on va leur dire quelles difficultés avez-vous et comment on peut vous aider. Et en fait, ils n'ont pas de difficultés, ils sont très contents avec les outils qu'ils ont. Exactement. Et simplement. Oui, c'est ça. Donc, et parfois la recherche s'amuse à prendre des cadres un peu abstraits pour pouvoir en faire des difficultés scientifiques, alors que lorsqu'on passe énormément de temps à discuter avec les animateurs, eh bien, on a un retour qui est plus pointu en disant là, cette situation-là est difficile. On prend par exemple l'exemple du retiming sur une animation où on a un mouvement et puis il va falloir retimer ce mouvement différemment. Et là, il y a beaucoup de pauses clés à déplacer, c'est très complexe et ça prend du temps. Et là, peut-être qu'il y a un intérêt d'outil pour l'IA. Et donc, il y a cette idée que en fait, l'interaction telle qu'on la voit, elle se fait sur un temps long. C'est pas forcément on lance un projet de 6 mois et puis tout de suite on va s'entendre. Il faut sans doute mettre en place des cadres, et c'est vrai que le PEPR, c'est un des outils pour ça. Mettre en place des cadres qui vont permettre aux gens de discuter, de se connaître, d'apprivoiser un peu le vocabulaire des uns et des autres pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Je sais pas, on peut prendre des questions dans la salle s'il y a des gens qui sont intéressés par. Ouais. Ouais. Attends, vas-y. Viens. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport, on parlait tout à l'heure justement des technologies comme les NFT, les blockchains, choses comme ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les recherches justement des programmes de comment marquer des images pour que justement peut-être que tout ce qui a déjà été moissonné par des IA, quelque part c'est un peu trop tard, mais est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des outils à mettre en place rapidement pour marquer des images, pour qu'au moins on sache qu'à partir de 2025, 2026, on puisse se dire, là, on a quelque chose qui est une signature dans l'image qu'on peut difficilement falsifier, en tout cas qu'on peut tracer, quoi. Voilà. Non, mais oui. Ces sujets-là de watermarking, c'est des sujets qui ont 30 ans d'âge d'un point de vue recherche. Enfin, on n'a pas attendu l'IA avant de vouloir cacher des infos dans les images, y compris des infos de copyright ou d'autoring. Donc ça, il y a plein de techniques qui existent. Le truc, c'est que ce sur quoi je suis un petit peu pessimiste sur cet aspect-là, c'est que vu le mécanisme actuel des réseaux convolutifs, dans le cas des réseaux de diffusion, ou la façon avec laquelle les données sont abstraites des images par les IA, me laisse très perplexe sur le fait que ces données vont être préservées dans la chaîne. Sauf si on force un petit peu le modèle ou la structure qui fait l'apprentissage du modèle à préserver ces données-là. Donc,
cacher un truc en espérant qu'à la fin, on va pouvoir le revoir Non, pas du tout, parce que la représentation latente des images telles que sont faites dans les modèles actuels casse complètement les structures et là, on perd complètement ces infos. Donc, l'espoir, c'est de mettre en accord une boîte qui propose ce type d'outils-là, d'outillage génératif basé image avec une protection supplémentaire comme un argument d'usage quelque part. Pour l'instant, l'argument, l'usage que je vois des Midjourney ou des générateurs d'images, plus spécifiquement, c'est un argument de performance. Regardez, je peux faire mieux, plus réaliste, plus vite pour vous. Ça a été un petit peu l'angle, donc là je ne fais pas du tout de prosélytisme, mais l'angle Firefly est un petit peu intéressant là-dessus. Je ne sais pas quelle est la réalité de la chose, mais de dire, nous, ce n'est pas de la course à la performance, mais plutôt on va vous garantir un truc en plus, qui est qu'au moins les images, elles viennent de la base stock Adobe, et donc c'est un peu moins la jungle sur la phase d'apprentissage. Mon espoir, c'est qu'il y ait d'autres acteurs qui ont ce réflexe-là, qui se disent, bah, moi, la solution que je vous propose, elle est comparable à la littérature, sinon ça ne marcherait pas, elle n'est pas super performante, mais par contre, je vous garantis tel ou tel truc d'un point de vue respect ou éthique de l'apprentissage, et c'est plus vers ça que je vois un twist des industriels ou des professionnels là-dessus, c'est d'avoir ça comme un argument positif à l'usage de cet outil-là, plutôt qu'à vouloir forcément les forcer par la protection des images, qui de toute façon marchera à ses chats à la souris. Oui, je pense que la solution du watermark, c'est l'Imagino de l'IA, quoi. C'est-à-dire que ça va, de toute façon, ce sera contourné, parce que pour plein de raisons, que ce soit techniquement, les données, elles sont déjà distribuées massivement. Il faudrait en plus d'être sûr de garantir une chaîne du watermark tout au long de l'entraînement. Enfin, donc ça voudrait dire compatibilité avec tous les frameworks Deep actuels. Enfin, je vois que des obstacles techniques pour que ce soit faisable en fait et que ça marche. À mon avis, je suis d'accord avec l'exposé précédent. La seule ligne de défense possible, c'est la ligne juridique. Faut être clair. Hein. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Oui. Merci. Alors, le projet là, ICAR est super intéressant, mais d'expérience, la relation entre la recherche et le monde artistique, l'acculturation prend énormément de temps. Et je me demande si dans notre écosystème, il ne manque pas quelque chose. Alors ça existe dans certains secteurs, l'IRCAM est assez pionnier dans le domaine. C'est les interfaces, c'est des gens qui ont la double compétence. Et est-ce qu'il ne faudrait pas dans les labos avoir des gens et avoir la capacité dans ce genre de programme de financer des gens qui vont être en immersion et qui vont faire l'interface entre les chercheurs et une des communautés, parce que sinon, on va perdre. On perd énormément de temps à apprendre. Moi, je l'ai pratiqué un certain nombre de fois avec différents types d'artistes, et ça prend du temps, et ça prend des années. Ah oui, complètement. Cette acculturation, elle démarre même du système éducatif des grandes écoles, des universités en France, où le côté pluridisciplinaire art-sciences ou art technique est très peu valorisé ou très peu existant, sauf sur des sites particuliers ou dans des contextes particuliers. C'est ça qui est assez enrichissant du Tour de France qu'on fait finalement quand on fait ces points-là, c'est de se rendre compte que localement, il peut y avoir des diplômes universitaires qui se construisent localement sur des envies, parce qu'il y a un écosystème local de studios artistiques, il y a il y a une université de recherche en informatique graphique, par exemple, qui se décide de faire des choses ensemble. Donc là, il y a plein de choses qui existent comme ça, mais ça, c'est un vrai problème culturel. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas un frein aux États-Unis, par exemple, où on peut avoir une major en philo et une minor en maths. C'est pas un souci. En Europe, en France spécifiquement, ça c'est compliqué ce mécanisme de formation. Donc il y a tout un travail à faire sur justement les métiers d'avenir pour les ICC quelque part, mais d'acculturer un peu plus, à avoir ce double profil, à la fois scientifique, recherche, et à la fois artistique qu'on cherche à développer. Là, le programme, il ne va pas régler cette histoire-là. Là, c'est juste des leviers de financement qui vont permettre d'accueillir des artistes peut-être dans des laboratoires, ou de faire
des interactions entre des chercheurs dans des laboratoires, dans des plateformes artistiques ou auprès des studios, c'est nous ce qu'on peut espérer pouvoir financer comme ça. Mais ouais, clairement, c'est vraiment un temps long qui démarre dès la formation sans doute. C'est pour ça qu'il y a tout un continuum à l'université ou dans les écoles d'interagir avec à la fois de l'informatique, des SHS et des arts quelque part. Et là, on essaye un petit peu avec, sur un temps court, 6 ans, c'est court pour cette période-là, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce qui existe. Et pour le coup, il y a de l'argent là-dessus. Enfin, il y a aussi ce côté opportunité. Enfin, c'est un outil qui existe, il faut s'en emparer et l'utiliser au mieux. On peut toujours le contester, l'existence des PEPR comme étant de la recherche pilotée, etc., etc. Il y a tout un débat dans le monde académique sur ces objets-là. N'empêche, c'est une opportunité financée et autant en faire le mieux, ce qu'on peut espérer de mieux. On a un panel avec le good cop et le bad cop. Mais moi, j'ai l'impression d'être le bad cop. Parce que je vais te dire que des choses négatives, alors que pourtant, dans la vie, je suis l'impression d'être plutôt optimiste par nature et par conviction. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. Évidemment, il faut tendre vers ça. Le problème aussi, c'est qu'après, quand tu formes des gens avec une double culture, il faut qu'à un moment donné, quand même, ils rentrent dans un système productif. Et pour autant, il faut faire toujours de la formation continue et continuer à être actif à la fois côté machine learning IA et côté prod. Et là, je pense que tu peux avoir quelques gouttes de sueur entre les deux omoplates parce qu'il va falloir lire beaucoup de papier. Enfin, tu vois, ça veut dire que ça va être un investissement vraiment lourd en fait pour rester en fait opérationnel et compétent sur les deux aspects. Quoi. Je suis d'accord. C'est un milieu d'intermittence. C'est un milieu d'intermittent. Potentiellement, ça se trouve quoi, des gens qui. En VFX, il y a les TD. Ouais. Merci. Pour continuer un petit peu sur cette discussion, je vous invite à regarder le travail de Rémi Soyer et Swan Martinez, qui sont vraiment en train de commencer tout juste. C'est des doctorants de Paris 8 ATI, qui sont, je crois, Rémi a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans, à essayer de refaire un pavillon un peu actuel de à quoi ressemblent les pipelines d'animation. Et je crois c'est un doctorant, c'est un enseignant chercheur. Et actuellement, ils sont en train de continuer à faire des entretiens avec différents ICC, avec différents studios, etc. Donc là, ça peut être des gens avec qui parler pour développer cette collaboration. C'est un exemple justement de formation à culture, à la fois à la techno et à l'art. Oui, il y en a quelques-uns sur d'autres sites de ces exemples, et là c'est vraiment précieux, ce genre de. Et c'est pas tant une personne qui a la double compétence et qui est experte dans les deux domaines, c'est plutôt une personne qui a pris l'habitude de travailler avec d'autres gens, et voilà, là c'est vraiment assez précieux. Ok, je vous propose qu'on termine là-dessus. La formation, c'est la clé, on le voit bien. Voilà, merci à tous pour cette table ronde. Voilà. Et puis, on a un temps de cocktail qui nous suit.